La prochaine présentation porte sur la prise en charge de l'hémophilie en période périnatale. Le docteur Victoria Price de Halifax ne sera pas en mesure de faire cette présentation aujourd'hui. Par conséquent, la présidente du comité d'organisation de Code Rouge, Dr. Rachel Winikoff, va faire cette présentation à sa place. Rachel, vous avez la parole. Le docteur Price ne pourra pas faire cette présentation. Nous en sommes désolés. Conflit d'intérêts, elle est co-investigatrice dans l'étude de James qui analyse la prise en charge de l'hémophilie dans le cadre périnatal. Aperçu, l'hémophilie est liée aux troubles du chromosome X et affecte l'hémophilie A1 sur 4000 et hémophilie B1 sur 20 000 garçons à la naissance. Les conductrices ont tendance bien sûr à signer davantage pendant la période périnatale et la prise en charge de patients atteints d'hémophilie, de porteuses d'hémophilie, requiert une approche multidisciplinaire dans laquelle l'anesthésiste, le néonatologue et bien sûr le gynécologue jouent des rôles clés. Le patient et la famille et le coordinateur dans le domaine de l'infirmerie sont au centre de cette prise en charge. Quels sont les problèmes lorsque l'on a ce type de femmes conductrices qui sont enceintes? D'abord, il faut identifier le fait que la patiente est une conductrice. On doit se focaliser sur le diagnostic du fœtus pour savoir s'il est affecté, savoir les risques de saignement pendant la grossesse, le travail et l'accouchement et prévenir les risques de saignement chez le nouveau-né. Donc, les objectifs de ma présentation vont être souligner l'importance de l'identification des porteuses d'hémophilie des femmes et filles atteintes d'hémophilie, discuter des options pour les diagnostics prénatales, discuter des modes d'accouchement, les indications pour le remplacement de facteurs, les thérapies de facteurs de remplacement chez les nouveau-nés, voir les indications pour les examens neuroimages chez les nouveau-nés et voir les recherches qui sont réalisées dans ces domaines. Les porteuses en hémophilie augmentent et je vous rappelle que l'incidence d'hémophilie est stable. Cependant, vu la longévité des femmes atteintes d'hémophilie, ces femmes ont une durée de vie normale par rapport aux années précédentes et où ces femmes n'atteignaient pas la période de procréation. Aujourd'hui, elles atteignent cette période et l'hémophilie aujourd'hui fait que les femmes ont des enfants et que ces gènes sont transmis et tout nous montre que ces conductrices d'hémophilie donc sont en augmentation. On rappelle que ces porteuses d'hémophilie ont des facteurs 8 et facteurs 9 en niveau faible et de différents niveaux. Donc on peut avoir des niveaux symptomatiques ou pas. Une citation, les niveaux de facteurs révèlent mais ne définissent pas le type de porteuse que l'on a. Donc, certaines personnes vont saigner, d'autres pas, et on a une nouvelle nomenclature qui permet de définir l'hémophilie chez les femmes et chez les filles, qui souligne l'importance des patientes et qui doivent avoir des soins indiqués lorsqu'elles ont des saignements ou des problèmes graves pendant la grossesse ou autre. L'importance de l'identification de ces porteuses dans le cadre de l'accouchement, le fait il faut donc s'assurer une bonne prise en charge. Quel est l'impact lorsqu'on a des porteurs informés ou qui ne sont pas? Le fait que l'on soit préparé pour l'accouchement, pour avoir un accouchement le plus sûr possible. Si vous êtes informé que la femme est une porteuse, on peut voir qu'il y a moins d'accouchements instrumentaux qui vont avoir lieu. On ne va pas utiliser les ventouses ou les forceps, bien sûr. Et on va aussi
avoir beaucoup moins d'accouchements vaginal spontané et davantage de césariennes si on sait que le bébé est affecté. Donc la décision clinique concernant le fait que la mère soit affectée ou pas, ou le bébé est affecté ou pas, va donner lieu à un type de prise en charge différente. Quelle est l'importance de l'identification des porteurs en termes de risque de hémorragie néonatale? On sait qu'il y a une augmentation des risques intracrâniens quand il y a un accouchement vaginal instrumental et on sait aussi que ce risque peut augmenter. Ce risque relatif, les risques relatifs, selon certaines études, sont élevés. Et puis, il y a des saignements liés à la grossesse, des hémorragies antépartum. Et il n'y a pas de données qui démontrent que ce type de patient risque d'avoir des saignements pendant cette période. Dans le cas de la maladie de Willebrand, oui, on a un peu plus de possibilités, mais les personnes atteintes de troubles de la coagulation n'ont peut-être pas ce type de problème. Le problème, c'est qu'il y a souvent davantage de saignements en général. Et face à des tests de diagnostic invasif, on risque d'avoir davantage de saignements, surtout sur les porteurs qui n'ont pas assez, qui ont un déficit de facteur 9 et le facteur 8 aussi, parce que la couverture pendant la grossesse est différente concernant ces deux facteurs. Donc, dans les deux cas, la patiente peut ne pas être protégée dans le cadre de cette fin de grossesse contre les hémorragies. Donc, toutes ces informations des porteurs identifiés et des personnes à risque est importante. Et tout cela donne lieu à un type de décision concernant l'accouchement et concernant les soins à donner aux nouveau-nés. Je pense qu'il est aussi important d'identifier la porteuse de façon à pouvoir commencer tout ce parcours avec elle et l'aider dans la prise de décision concernant la grossesse, le fait d'avoir des enfants ou pas. Tout cela va avoir une expérience sur les cas qui existent dans sa famille, s'il y a déjà eu des cas d'hémophilie dans sa famille. Par ailleurs, ces patients qui vont choisir d'avoir une grossesse vont bénéficier de conseils génétiques qui sont très utiles pour les prises de décision, pour les soins et aussi d'un point de vue émotionnel pour être capable de se préparer mentalement face à la possibilité d'avoir davantage de saignements ou d'avoir un bébé atteint de troubles de la coagulation. Il peut être aussi très angoissant de penser à ce diagnostic prénatal et ce type de patients doivent être rencontrés, doivent être accompagnés dès le début de la grossesse. Il y a aussi des analyses invasives ou pas qui peuvent être offertes aux patients. Cette discussion demande un médecin expert dans ce type de domaine et un généticien. Tout cela doit être fait de manière au niveau de l'équipe, avec une approche multi-intégrée. Il y a plusieurs analyses qui peuvent être faites pour ce diagnostic. Les tests invasifs incluent l'échantillon chorio-amniotique et le prélèvement de vélocité choriale. Et là, donc, on a une cariosynthèse et une amniosynthèse qui sont possibles, qui vont permettre de diagnostiquer de manière précoce l'état du bébé et de prendre une décision au niveau de la famille. Ensuite, il faut savoir que, de par mon expérience, pour les groupes et pour les hôpitaux, lorsqu'on a des risques, en général, c'est 1% de risque de perte du bébé. Donc, ce type d'analyse non invasive aussi, qui sont l'échographie et le test ADN-CF-ADN, lorsqu'on n'a pas de soucis concernant les diagnostics précoces comme l'amniosynthèse, parce
lorsque notre patiente sait qu'elle ne va pas abandonner sa grossesse même si le bébé est porteur de l'hémophilie, à ce moment-là, on peut effectuer ce type une échographie après 15 semaines. Et ce type d'examen, d'analyse vont permettre de savoir si on fait une césarienne ou si on fait un accouchement vaginal. Il y a aussi d'autres diagnostics qui sont utiles, comme l'analyse d'ADN, et la technologie actuelle nous permet d'avoir 100% de sensibilité. Ce n'est pas une analyse invasive ou un test invasif c'est un test qui va analyser le chromosome Y dans la séquence d'ADN et permet d'identifier s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille et par conséquent les possibilités d'être porteur. Tous ces choix doivent être discutés avec les porteuses au début de la grossesse et ensuite il faut accompagner ces patientes pendant toute la grossesse. Les diagnostics prénataux, comme par exemple celui de l'ADN, nécessitent un échantillon sanguin maternel. Il peut déterminer le sexe du bébé à partir de 6 semaines. Il y a différentes questions liées à la possibilité de faire une différence entre la mutation maternelle et fétale. Il y a plus de 1000 mutations, mais seulement quelques-unes vont donner lieu à une hémophilie qui est basée sur l'inversion de l'intron 22. Donc, le message ici, le premier message important, c'est que l'identification des porteuses est très importante et doit être fait avant la grossesse. Ensuite, on peut faire des analyses pour savoir quel est le sexe du bébé parce que cela nous permet de prendre des décisions nécessaires pour un accouchement sûr et dans les cas où le bébé peut être affecté par l'hémophilie. Cela permet d'avoir aussi un impact sur les soins que l'on va offrir à la mère et les soins qui seront donnés, bien sûr, au bébé. Ici, vous voyez un algorithme qui a été effectué par le Dr Moorhead, avec lequel j'ai travaillé avec le Dr Price, qui vise à montrer les différentes étapes lorsque la patiente est identifiée comme porteuse, lorsqu'on a des mutations chez le fœtus et quelles sont les discussions ici qui sont nécessaires pour prendre la décision liée à l'accouchement ou au non-accouchement, donc pour la naissance du bébé. La prise en charge donc de l'accouchement implique une planification. Dans la plupart des institutions qui travaillent avec des cliniques et qui sont en contact avec le centre de traitement de l'hémophilie ou pas, peu importe, mais il faut en tout cas savoir que la meilleure prise en charge est d'organiser un plan d'accouchement ou un plan pour la naissance qui peut inclure des soins obstétriciens pour la mère, un mode de naissance planifié pour le bébé et des soins postnatals pour le nouveau-né. En général, on sait que les patientes ont leurs bébés en pleine nuit pendant le week-end. Par conséquent, le mieux, c'est d'avoir un plan de naissance qui soit fait dans un fichier électronique, écrit à la machine et qui soit fourni aux parents et à l'équipe multidisciplinaire de façon à ce que tout le monde puisse y avoir accès en temps voulu pendant la journée ou pendant la nuit. Les questions qui sont controversées, à savoir quelle est la meilleure manière de prendre en charge ce type de naissance. Il faut savoir qu'il y a souvent des hémorragies intracrâniennes ou extracrâniennes chez ce type de bébé lorsqu'on a un accouchement vaginal. Par conséquent, on peut se demander quel est le meilleur moyen de mettre au monde ces bébés. Les bébés qui sont affectés par l'hémophilie ont un plus grand risque d'avoir des hémorragies intracrâniennes que le reste de la population, cela est clair. Par conséquent, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ensuite, les accouchements vaginaux instrumentaux vont augmenter le risque d'hémorragie intracrânienne chez les bébés atteints d'hémophilie. Et ici, vous voyez des chiffres, 10%, c'est trop haut comparé aux
un accouchement normal chez le reste de la population. Donc, la césarienne a des avantages, permet de protéger le bébé contre ce risque et un accouchement vaginal sans instrument et donne le risque le plus bas d'hémorragie intracrânienne, donc à recommander. Cependant, la césarienne et sur demande permet de réduire les problèmes d'hémorragie intracrânienne chez ces bébés. Par conséquent, il y a encore une certaine controverse concernant l'accouchement vaginal ou la césarienne. Qu'est-ce qui doit être choisi pour ces patientes qui vont avoir un bébé de sexe masculin atteint d'hémophilie? Il y a un facteur de risque commun, et c'est que quand on a un accouchement prolongé ou anormal, cela est associé avec un risque croissant d'hémorragie intracrânienne. Par conséquent, on en conclut que le mieux, c'est d'éviter un accouchement vaginal et de recommander la césarienne si on a peur d'avoir un accouchement compliqué avec un travail prolongé. Je dirais que ce qui change au niveau des discussions ici médicales au Canada et en fonction de la bibliographie, c'est qu'on offre de plus en plus de césariennes à nos patientes, et je dirais qu'au cours de ces dernières années, on est plutôt favorable à la césarienne à la demande à la patiente qui risque d'avoir ce type de bébé, donc de sexe masculin. Par conséquent, le meilleur moyen pour ces femmes, c'est une question qu'on se pose au Canada. Aux États-Unis, c'est une question qu'on ne se pose plus. Il y a des arguments en faveur de la césarienne. C'est vrai que c'est difficile d'organiser un accouchement vaginal pour une femme. Des fois, il faut, en cas de problème, passer à une césarienne d'urgence, et c'est ce que l'on veut éviter parce que ce type de césarienne d'urgence pose des risques aussi et pour un bébé atteint d'hémophilie. Une fois que la tête du bébé s'est engagée dans le pelvis, on a un problème pour faire une césarienne et on nous dit toujours que c'est un point de non-retour dans un accouchement. Et l'accouchement vaginal peut se compliquer et par conséquent, souvent, on doit passer à une césarienne d'urgence. Toutes ces situations doivent être évitées. Donc, il est difficile de prédire un accouchement vaginal et à l'avance, savoir comment il va se passer. Et toutes ces situations doivent être évitées. Donc, on discute beaucoup pour savoir si une patiente est une bonne candidate pour un accouchement vaginal sûr ou une césarienne. Et on doit en discuter avec les patientes et leur expliquer les risques qu'encourent la mère et le bébé. Lorsqu'on a un risque en cas de césarienne qui existe, il faut expliquer tout cela à la mère. Un accouchement vaginal peut être planifié et passer à la césarienne si les choses ne vont pas comme prévu. Quel est le risque pour la mère? Nous avons une notion selon laquelle, comme la césarienne est une opération chirurgicale, on a une augmentation des risques, mais comme vous le voyez sur cette diapositive, les différences entre les risques de mortalité chez la mère entre accouchement et césarienne sont pratiquement les mêmes. Le risque d'hémorragie postpartum aussi. Donc, quand vous regardez ces arguments pour la césarienne, c'est une étude qui nous vient des États-Unis, on se rend compte que des fois, on a un peu trop peur d'aller directement à la césarienne pour ces patientes. Et je dirais qu'en tout cas, au Canada, on a tendance à offrir ce type de solution pour les mères atteintes d'hémophilie. Donc, je dirais qu'en général, le meilleur mode de naissance, s'il n'y a pas de contre-indication, est l'accouchement donc par césarienne et les césariennes planifiées avant le travail sont plutôt recommandées. On doit éviter les électrodes ou le système de monitoring sanguin chez les bébés parce qu'il y a des risques. Un consensus
lorsqu'il n'y a pas d'indication de césarienne, lorsqu'il n'y a pas de trouble de la coagulation, et dans les cas de troubles de la coagulation sévère, il faut analyser la question au cas par cas, mais la césarienne est en général ce que l'on recommande. En termes de soins prénataux, on doit éviter d'affecter le bébé en lui provoquant des saignements innécessaires. Donc, en général, on a les risques de hémorragie intracrânienne. Par conséquent, il faut éviter la piqûre du talon néonatal, il faut éviter les injections intramusculaires et les ponctions veineuses. Se rappeler que tant qu'on n'a pas diagnostiqué que le bébé n'est pas atteint d'hémophilie, il faut faire très attention et il faut confirmer les diagnostics de PTT, de facteur 8, de facteur 9. Il y a des tableaux liés à l'âge qui sont très utiles. Les analyses génétiques sont aussi utiles, mais ne sont pas vraiment nécessaires. Il vaut mieux diagnostiquer cela en fonction des niveaux de facteur 8 ou de facteur 9. Des fois, avec le facteur 9, c'est plus compliqué à diagnostiquer. On peut aussi donc faire à ce moment-là ce type d'analyse génétique et avoir le résultat un peu plus tard. Donc, les soins chez les nouveau-nés, éviter les piqûres intramusculaires, faire un planning de vaccination locale en faisant une bonne pression pendant 15 minutes sur la zone qui a été piquée, faire des tests chez le nouveau-né de routine, utiliser une lancette pour nouveau-né et faire pression de nouveau pendant 5 minutes sur la zone qui a été piquée, éviter les ponctions veineuses et utiliser les aiguilles les plus petites possibles en cas de nécessité, éviter la circoncision bien sûr avant que l'on ait pu rejeter toute possibilité que le bébé soit atteint d'hémophilie. La prise en charge en cas de saignement chez un nouveau-né, il faut voir quels produits utiliser en cas donc de saignement grave. L'objectif est de maintenir les niveaux de facteurs à 50-100%, réduire la récupération et augmenter la clairance, suivre les niveaux qui sont requis et savoir que la DDAVP est contre-indiquée chez les bébés. Il faut éviter les procédures invasives chez les nouveau-nés. Et on offre en général des prophylaxies à court terme pour limiter les risques d'hémorragie intracrânienne. Finalement, les examens chez les nouveau-nés ne sont pas vraiment nécessaires. On fait des examens de neuroimage seulement quand il y a des problèmes de type hémorragie intracrânienne qui sont soupçonnés. Voilà, ici vous voyez quelques projets de recherche qui sont à votre disposition. Vous avez l'étude SHICP qui analyse la pathophysiologie chez les patientes atteintes d'hémophilie A et B. Nous avons l'étude CHIMS qui était la base de ces lignes directives et d'autres études qui sont faites au Canada pour évaluer les bonnes pratiques des porteuses en hémophilie. Conclusion, la prise en charge du travail, de l'accouchement et de la grossesse requiert une équipe multidisciplinaire. Pendant toute la grossesse, il faut accompagner ces porteuses. Elles doivent être envoyées au centre de traitement de l'hémophilie. Il doit y avoir un plan pour l'accouchement et avec donc une série de choses qui sont mises en place pour le bébé et pour la mère, éviter l'accouchement instrumental et faire d'autres recherches encore pour les lacunes qui peuvent exister dans cette présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Rachel, pour avoir remplacé le docteur
Price à la dernière minute. Nous avons encore quelques instants pour passer aux questions. Donc, je vais demander à Len de rallumer sa caméra et son micro. Et j'ai reçu quelques questions que j'ai ici dans le chat. Et puis moi aussi, j'ai quelques questions à vous poser. Alors, Len, la première question vous est destinée. Une des participants a remarqué que les femmes atteintes de troubles de la coagulation n'ont pas tendance à voir des hématologues ou le font très tard. Est-ce que vous savez pourquoi il y a cette négligence concernant les problèmes liés à cette question chez les femmes? Pourquoi on prend tant de temps à envoyer ces femmes voir un hématologue? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Len au micro. Oui, je dirais que c'est une très bonne question. La réponse serait que un petit peu tout ce que vous venez de mentionner. Il y a une série de barrières qui ont été posées face aux femmes qui cherchent à avoir un diagnostic concernant leurs problèmes de saignement. D'abord, et la disponibilité des hématologues, c'est probablement pas la principale barrière, parce que la principale barrière, c'est de rentrer dans le système de santé. Le système de santé ne reconnaît pas les saignements chez les femmes ou les considère comme normaux, et il faut insister là-dessus. Ce n'est pas normal. Si un homme saigne de manière fréquente, le pédiatre ou le médecin va essayer d'évaluer ces saignements de manière claire, et ce n'est pas le cas chez une femme, parce que les femmes sont considérées comme des patientes n'ayant pas de troubles de la coagulation. Donc, on l'a entendu aujourd'hui, il faut changer cette approche, la façon dont les médecins sont formés au cours des études, et on a besoin de faire un meilleur travail pour que la population générale comprenne l'importance de reconnaître ces symptômes de saignement chez les femmes. C'est pour ça que je soutiens vraiment ce plaidoyer. Et je trouve que ce système d'outils d'évaluation du saignement sont très importants aussi, parce qu'ils vont permettre aux personnes de chercher un diagnostic et de trouver le médecin qui effectuera ce diagnostic. Oui, je trouve que cet autodiagnostic avec ces outils d'évaluation du saignement sont très importants aussi. Et une femme qui a un trouble de la coagulation, mettons qu'elle utilise ces outils d'évaluation du saignement, qu'elle a un test qui donne positif, qu'est-ce qu'il faut lui dire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il faut dire au personnel soignant dans le cas d'une femme de ce type? Oui, Len au micro. Nous avons besoin d'avoir du matériel pour éduquer, pour habiliter les personnes qui pourront ainsi s'auto-identifier et savoir s'ils ont des troubles de la coagulation, les aider ensuite à rencontrer les gynécologues, les obstétriciens, les personnes, le personnel soignant qui va les prendre en charge. Il faut donc connaître la prise de décision ici nécessaire, encourager les patients pour qu'ils sachent que dire au médecin, parce que je sais, on me l'a raconté, que très souvent, lorsque moi-même j'essaye de dire à un autre médecin quelque chose qui est lié au saignement, les médecins sont sur la défense, ils parlent de leur connaissance et de leur expertise. Et donc, si une patiente est face à ce type de médecin, elle se tait. Donc, il nous faut donner aux patients les outils leur permettant de s'autonomiser et aller voir ensuite un personnel soignant et lui expliquer ce qu'elle a. Les patientes ne doivent pas accepter et de ne pas recevoir les soins qu'elles méritent. Donc, il y a beaucoup de choses à faire encore. Oui, tout à fait. Prochaine question pour Rachel. Merci beaucoup, Rachel. Alors, la question est la suivante. Comment est-ce qu'on prend en charge ce type de patient dans le domaine périnatal à distance? Parce que très souvent, les troubles de la coagulation, lorsque ce sont des patients qui habitent loin d'un centre de traitement de l'hémophilie au Canada, ces patients sont très compliqués. On a beaucoup de grandes distances au Canada. Alors, comment on fait pour ce type de grossesse chez des femmes qui habitent loin du centre de traitement de l'hémophilie? Rachel, au micro.
micro. Je pense qu'une des choses que l'on va entendre aujourd'hui de la bouche de Rojnik Rokonia, c'est ce type de télémédecine qui sont utilisées pour organiser des plans de traitement avec nos patientes. En général, un bon plan va inclure un dialogue. Donc, le dialogue est basé sur la télémédecine. C'est possible dans le cadre de la télémédecine. On va avoir un plan pour la naissance de ces bébés avec des obstétriciens, des généticiens, des gynécologues. Le principal problème en général, c'est qu'on voudrait que ces patients aient leur bébé dans un centre où il y a une certaine expertise dans le domaine de la coagulation, des laboratoires, des produits de réserve avec des facteurs qui soient à notre disposition quand on a besoin, si on en a besoin. On a besoin d'une banque de sang, on a besoin d'hématologues. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est, si ce n'est pas possible que le bébé naisse dans un centre de traitement de l'hémophilie, on essaie de faire accoucher ces femmes dans un centre où il y a le plus d'expertise possible dans ce domaine et des réserves de sang aussi. C'est très important, mais tout cela peut être organisé de manière virtuelle. Dernière question à tous les deux. La nouvelle nomenclature dont Robert Sidonio nous a parlé aujourd'hui. Et comment est-ce que vous pensez que l'on peut employer cette nouvelle nomenclature de la meilleure manière pour les femmes atteintes de troubles de la coagulation, de façon à ce que leur prise en charge s'améliore? Len au micro. Oui, merci. Je dirais que c'est une très bonne question. Je pense que la première manière serait de parler de cette nouvelle terminologie, éduquer les médecins concernant cette terminologie. À tout moment, il y a de nouveaux termes, il y a de nouvelles choses qui sont introduites qui créent une certaine confusion. Nous avons déjà un groupe de médecins qui ont une certaine confusion portant sur les troubles de la coagulation. Ils ne comprennent pas bien ce que c'est que l'hémophilie, la différence avec la maladie de Willebrand ou le déficit de facteur 13. Donc, c'est un grand défi pour ces personnels soignants qui voient un patient des fois dans toute leur carrière. Donc, je pense que cela demande une certaine éducation à partir de la base pendant les études de médecine. Dès le début des études de médecine, il faut parler de cela et ensuite ajouter des experts dans ces maladies, leur donner les outils et diffuser ces connaissances, avoir des mécanismes qui nous permettraient de mieux former le personnel soignant et que ces personnes qui vivent avec ces troubles connaissent aussi cette nouvelle terminologie. Rachel, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Eh bien, je ne pourrais pas dire les choses de meilleure manière. Je pense que cela demande du temps. Il faut faire circuler le message de la part des patients, de la part des médecins. Il faut de toute façon dire que où on a une hémophilie, ou on n'en a pas. Si on est porteur et qu'on a une hémophilie, on a besoin d'un traitement. Par conséquent, à court terme, on risque de créer une certaine confusion si on ne met pas l'accent sur la détection d'abord. Donc, la femme peut avoir une hémophilie, il faut le dire, comme les hommes. Exactement. Merci à tous les deux. Merci pour votre contribution. Ces présentations ont été d'un grand intérêt. Je vais maintenant rendre le micro à Karen. Merci.